Et donc pour ce faire, je vais donc lancer Visual Studio. Je vais créer un nouveau projet de type Windows Form, application. Je vais lui donner un nom. Je l'appellerai donc équation de second ordre. Oui. D'accord, on veut faire une précédence. Tout le monde est appelé à faire une précédence. Je ne pourrais pas donc. Je me trouve avec une moitié de classe. De toute façon, tant pis pour celui qui veut partir. L'Ibrahim Mouchkil. Je ne retiens jamais quelqu'un. Celui qui veut partir, il peut y aller dès maintenant. Alors, voilà, donc j'ai créé une première application. Donc j'ai mon interface graphique. Comme ce qu'on a déjà vu, donc avec cette boîte à outils, on pourrait donc concevoir le dessin. Bon, puisque je veux faire une équation de second degré, donc j'ai besoin de champs pour saisir les coefficients de l'équation, à savoir A, B et C. Je vais les mettre dans un groupe. Donc je vais prendre par exemple un groupe que je vais appeler les paramètres de l'équation, bien les données de l'équation. Je vais faire de cette manière cette fois-ci, je vais disposer de cette façon. Alors je vais donc positionner les différents champs à l'intérieur, donc des text box. Voici pour saisir le coefficient A. Je vais copier pour B et puis pour C. Je vais mettre des labels au-dessus que je vais copier aussi. Voilà, donc ça va me servir pour représenter les données de l'équation. J'ai besoin maintenant d'afficher les résultats. Je vais faire, en fait, vous savez que des fois on a une infinité de solutions, des fois on a une seule solution, des fois on a deux, des fois on n'a pas de solution carrément. Et j'ai besoin alors d'une zone que je vais appeler résultat. Je vais copier ce champ ou ce bloc en entier. Et je vais dire résultat. Je ne vais pas commenter les résultats. En fait, quand même, puisque des fois j'ai deux solutions, je vais garder donc deux champs et je vais libérer je vais retirer le troisième. Sauf que je vais les disposer différemment parce que des fois, en fait, c'est pour mettre un commentaire, il me faut beaucoup d'espace. Donc, je vais les disposer de cette manière. Voilà. Ce qui va me permettre éventuellement de profiter de toute cette longueur pour afficher un message sur une seule ligne. Alors, mais quand on a une seule solution, je vais cacher ces deux-là. Ces deux contrôles, je vais les cacher quand on a une seule solution. Pour ne laisser que celui-là. Quand on n'a pas de solution, je vais afficher un message ici sur la zone blanche. Et dans ce cas-là, en fait, je vais cacher aussi celui-là. Bon, je vais en fait mettre un bouton qui va permettre à l'utilisateur de lancer la résolution. Je le refais, mon bouton. Je veux le faire à l'extérieur du cadre. Et un dernier bouton pour permettre l'arrêt de l'application. Voilà. J'ai copié encore un autre. Je vais les agrandir un petit peu verticalement, plutôt horizontalement. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, juste pour que j'ai quelque chose de mieux présentable. Voilà. Et là aussi. Et je vais réduire un peu la feuille. Et ça marche. Voilà, donc ça c'est le dessin de la première application. Donc jusqu'à présent, ça ne donne pas l'air d'une application qui résout une équation de second ordre. Mais une fois on va personnaliser l'interface graphique, ça va bien refléter un peu ce que nous voulons faire. Donc je commence par changer la feuille, à compter par son caption, par le titre. Donc je vais dire résolution d'une équation de deuxième ordre. Je vais écrire comme ça, de deuxième ordre. Alors, pour le groupe
je vais donc écrire ici paramètres de l'équation. On pourrait dire comme ça les coefficients. Coefficients. Ici, bien sûr, c'est le coefficient A. Je vais mettre A tout court, ou bien petit a. Ah, là, coefficient A. Bon, je vais copier pour faire vite. Et je vais coller ici. Pour coller, il faut sélectionner. Je change par B. Et là, ça serait le coefficient C. Voilà donc pour les différents coefficients. Alors ici, je mets résultat. Le résultat, les résultats, donc peu importe. Je vais mettre résultat sans un seul résultat. Alors, ici, donc, je vais toujours mettre racine 1. Bon, si je dis racine 1, cela suppose qu'il y aurait une racine 2. Donc, je pourrais juste les laisser ou les définir de façon dynamique. Donc, c'est en fonction du cas, je vais donc choisir d'écrire ici racine 1, racine double, solution d'une équation de premier ordre éventuellement. Et ça, je le masque. Quand on a une seule racine, je le masque. Quand on a deux racines, on va les écrire. Alors, ici, je mettrai donc calculer ou bien résoudre. Résoudre. Je suis en train de prendre la lettre R comme touche d'accès rapide. Bon, fermer ou bien quitter ou arrêter, comme vous voulez. Quitter. Voilà. Bon, si on le regarde maintenant, eh ben ça peut bien, à part ce cas-là, on ne pourrait pas donc fixer d'avance. Ça dépend des cas, ça dépend de la nature de l'équation. À part donc cette zone-là, tout est bien personnalisé. Et ça serait donc suffisant pour un lecteur pour comprendre un peu ce que nous voulons faire. Alors, remarquez bien, on pourrait même, dans un premier temps, cacher tout ça. Je le cache en allant vers la visibilité, vers la propriété visible, et je mets false. Comme ça, quand je vais exécuter, je ne vois pas ce bloc-là, en fait, le bloc des résultats, je ne le vois pas. On pourrait même déplacer les boutons vers le haut et réduire la hauteur, si on veut le faire, pour ne pas donc laisser cet espace vide non exploité. Mais en fait, c'est pas la peine que je fais cela parce que ça va me coûter plus de temps. Je le fais donc de cette manière. Et quand je mets résoudre, quand je clique sur résoudre, en fonction de la nature des coefficients, je vais donc afficher le cadre résultat et je vais afficher les bons messages. Alors, la deuxième étape, donc, c'est d'aller renommer mes contrôles actifs. Donc, notamment toutes les zones blanches, il va falloir les renommer. On a l'habitude de nommer par TXT pour les zones de texte. Donc, je mets TXT-A. Je vais les abréger comme ça, TXT-A pour le premier, TXT-B, TXT-C. Ici, je vais mettre TXT racine. C'est le champ pour contenir la première racine. Ici, je peux me permettre de mettre racine 1, même si ça peut servir pour afficher un message, quand il n'y a pas de solution par exemple. Mais en tout cas, ça ne va pas bouleverser l'utilisateur. Donc, je pourrais l'appeler TXT racine 1, TXT racine 2. Alors, les labels sont actifs aussi parce que j'ai besoin de les cacher des fois. Et par conséquent, donc, je les appelle LBL racine 1 ou bien message de la racine 1. LBL racine 2. Les boutons aussi sont actifs, donc je les nomme par BTN, résoudre et BTN quitter. BTN quitter. Voilà, c'est fini. Donc j'ai terminé la phase de personnalisation. En réalité, en fait, je pourrais aussi empêcher certaines modifications, comme par exemple l'agrandissement. Ça n'aura aucun intérêt. Donc je pourrais donc l'empêcher. Comme on l'a déjà vu, en fait, il suffit juste de sélectionner la feuille et d'aller donc vers la propriété
la propriété form border style. Je vais le mettre à fixed single pour empêcher le redimensionnement à partir des bords, mais aussi vers le bouton maximize box plutôt. Je vais mettre false pour empêcher d'agrandir la feuille à travers le bouton d'agrandissement. Alors même ici, quand on afficherait un résultat, je vais empêcher l'utilisateur d'écrire dans le champ, parce que comme c'est un champ de CISI, donc par défaut on pourrait y écrire dans ce contrôle, mais puisqu'il sert à afficher un résultat, on pourrait verrouiller contre l'écriture. Par exemple, si je remets le cadre à l'état visible, parce que je l'ai déjà mis à l'état non visible, lorsque je vais exécuter, comme ça je vous explique un peu ce que je veux faire. Imaginons donc qu'on a affiché un résultat, comme par exemple 1,5. Imaginons que c'est une racine. Je dois empêcher à l'utilisateur de venir modifier la donnée. Puisque c'est un résultat, il ne faut pas qu'on le modifie par erreur. Donc je dois normalement le verrouiller contre l'écriture. Alors pour verrouiller un champ résultat, ça c'est vrai pour tous les champs résultats. Chaque fois que vous avez un champ qui porte un résultat, il faut toujours le verrouiller contre l'écriture. Donc pour verrouiller ce contrôle contre l'écriture, on a une certaine propriété qui s'appelle read only. Read only. Read only, donc par défaut il est à false. C'est-à-dire que le champ de CISI il n'est pas verrouillé contre l'écriture lorsque read only est à false. Si je le mets à true, ça va donc ça va apparaître grisé comme ça. Ça va devenir grisé. Grisé, ça veut dire vous ne pouvez plus introduire le curseur à l'intérieur. Regardez, en fait, si j'exécute maintenant, comme vous allez le constater, j'ai pas le... Si, en fait, je pourrais mettre le curseur, mais par contre, je pourrais bien mettre le curseur, mais par contre, je ne pourrais pas saisir dedans. Regardez, si j'essaie de saisir, ça marche pas. Par contre, ici, je pourrais toujours saisir des données. Donc, retenez bien cette propriété read only pour un text box. C'est très intéressant si vous voulez verrouiller l'écriture sur le contrôle, et notamment quand ce dernier doit porter un résultat, ou doit contenir un résultat. Sauf qu'il apparaît maintenant avec la même couleur d'arrière-plan. On pourrait donc rectifier cette couleur en allant vers back color. Je pourrais donc changer, même si, parce que quand vous mettez read only à true, automatiquement il est grisé. Mais si vous voulez en fait toujours maintenir une couleur blanche, vous pouvez toujours y aller en allant changer la propriété back color en mettant la couleur de votre choix. Donc on pourrait revenir à la couleur blanche. Il est toujours verrouillé contre l'écriture. D'accord? Vous voyez, en fait, si je mets le curseur, je ne pourrais pas écrire dedans. Mais il apparaît clairement avec toujours sa couleur blanche. Je remets donc le bloc résultat à non visible. Je le cache. D'accord? Parce que j'attendrai que les données soient saisies. Et après, je déciderai si je devrais afficher ou pas. En cliquant sur le bouton résoudre. Alors, maintenant, il ne me reste qu'à passer vers la résolution. Oui, pardon? Oui, oui, tu as raison. Il faudrait faire la même chose pour le deuxième. Donc, en allant vers lui, dans lit, on le met à true, puisque lui aussi, il doit porter un résultat. Et on reviendrait à sa couleur de remplissage, la remettre à la couleur blanche. Voilà. C'est bon. Alors, allons-y, on va donc aller programmer. Et il me faudrait programmer deux événements. Le clic sur le bouton, calculer ou résoudre. Voilà, donc en double-cliquant, je crée l'événement. Je vais réduire les autres fenêtres pour voir entièrement le code. Et je vais donc étudier les cas. Alors, en réalité, je pourrais définir les coefficients. Je vais mettre dim a as float. Non, il n'y a pas de float ici. As single ou bien as double. Dim b. En fait, vous pouvez le faire sur la même ligne en mettant virgule b as double aussi. C as double. Et là, en fait, vous allez constater, c'est pas comme C. Quand on a plusieurs variables qui ont le même type, normalement en C, on écrit une seule fois le type et on cite les variables après. Ici, pour Visual Basic, non. Vous êtes censé rappeler le type encore une fois. Si vous avez 10 variables, donc ça vous coûterait le rappel 10 fois.
C'est pas très pratique, mais en fait, Visual Basic, il a sa raison. Pourquoi il fait comme ça? Parce que vous pouvez déclarer une variable sans préciser son type. C'est ce qu'on appelle une variable de type variant. En réalité, je pourrais bien faire ça. Dim_x. Vous voyez? Dim_x sans dire c'est quoi le type de x. Et en fonction du contexte, si par exemple je mets x égale à 100, je suis en train de l'avoir comme un entier. Si dans un autre moment, je décide de mettre dans x 3,14, ben je commencerai à l'avoir comme un réel. Et si à un moment donné, je lui affecte true, je suis en train de l'avoir cette fois-ci comme un booléen. Si à un moment donné, je mets un texte, je suis en train de l'avoir comme un texte. Si à un moment donné, je mets new date, je suis en train de l'avoir comme une date. Vous voyez? Et donc, c'est une variable qui peut prendre, dans le même programme, qui peut prendre plusieurs visages, plusieurs types. Et dans ce cas-là, ça s'appelle une variable de type variant. Et donc, quand vous omettez le type, si jamais vous écrivez dim a, b, c, as, double, ce double ne porte que sur le dernier. Et le a et le c vont être pris comme des variants. Donc, l'idéal pour ne pas travailler avec des variants, parce que l'usage des variants, quand même, ça mérite ou ça nécessite une certaine attention plus grande. Donc, on ne vous conseille pas de le faire. Et par conséquent, il faut toujours éviter de travailler avec des variants. En fait, c'est pourquoi j'ai explicité donc les types. Alors, donc j'ai déclaré mes variables. Donc, j'ai besoin aussi des racines. Donc, je vais mettre x1 as double, x2 as double. Voilà. Et puis, je vais maintenant commencer par faire l'ensemble du travail. Donc, je vais essayer de faire un try-catch, parce que je ne suis pas sûr si l'utilisateur va rentrer des valeurs valables. Et je vais calculer a par dable.parse txt.text. Je lui dis, essaye de convertir le contenu du texte du champ de CISI qui s'appelle txt_a en une donnée de type double. Parce que a, justement, est de type double. C'est une action que je vais reprendre pour les autres coefficients. CTRL-C, CTRL-V. Je changerai ici par B. Ici aussi par B. C. Je suis en train de récupérer les coefficients dans des variables. Des variables que j'ai appelées petit a, petit b, petit c. Et maintenant, je commence à étudier les cas en disant si a égale 0, vous vous souvenez en fait de l'étude d'une équation de second ordre, if b égale 0, if c égale 0. Attention ici, les trois, ça va porter sur les trois. On lui dit que si ça ne marche pas, à ce niveau-là, il ne faut pas continuer. Il faut venir là. C'est comme si on lui donne une alternative. Si tu ne peux pas convertir, il faut m'afficher un message alors. Donc il faut abandonner le traitement en cours parce qu'il y a une donnée qu'on ne pourrait pas construire et donc forcément on ne pourrait pas faire le traitement. Donc il faut venir là. Donc le catch c'est pour intercepter, pour attraper l'erreur qui a été détectée et puis pour la commenter ici. Souvent on affiche un message ici à l'utilisateur en lui disant vous n'avez pas respecté la chose suivante. En lui affichant ce message, l'utilisateur il va se rendre compte où se trouve l'erreur, il va aller la corriger et il reprendra. Alors, c'est un try-catch qui va porter sur les trois. Le premier qui ne marche pas, ça va m'envoyer ici. Si donc le premier est fonctionnel, c'est bien, on passe vérifier le deuxième. Si le deuxième est bien, on passe au troisième. Si les trois sont bons, on passe faire l'activité. Sinon, c'est l'un des deux, plutôt l'un des trois ne réussit pas, on viendra là. Alors, je suis en train d'étudier donc les trois cas. Si A égale 0, B égale 0, C égale 0, ça va s'écrire 0 égale 0. Je vais afficher donc dans le premier champ blanc, je vais afficher infinité de solutions. Nous avons alors dans ce cas-là une infinité de solutions. Alors, le premier donc, c'est ce que j'ai appelé racine 1, le premier champ, la première zone blanche, je l'ai appelé racine 1, point texte
égale, et je vais écrire donc infinité de solutions. Une infinité de solutions. Alors, mais, par la même occasion, il faut que je masque, que j'affiche le groupe de contrôle, et par conséquent, il va falloir que je lui apporte un nom. Même celui-là, il est dynamique, puisque je le masque et je l'affiche. Donc, j'ai besoin de lui donner un nom significatif. Par conséquent, en fait, ça, je l'ai oublié, donc je dois revenir vers les propriétés, renommer ce cadre-là. Je l'appelle, puisque c'est un groupe box, groupe comme vous voulez, GRP comme vous voulez. Donc c'est à vous de trouver les 3 lettres. Résultat. Je l'appelle comme ça. La name, je suis désolé en fait, pas ici. C'est dans name, oui. Groupe résultat. Alors, je reviens, parce que je veux l'afficher. En fait, en tout cas, chaque fois que j'aurai à résoudre, il va falloir que j'affiche ce groupe. Je vais donc mettre ici, je le fais de façon inconditionnelle. Mais je ne le fais que s'il n'y a pas d'erreur ici. Donc, je vais choisir de mettre le groupe résultat, point visible égale à true. Point visible égale true. Alors, mais il va falloir que je masque les 3 autres contrôles. Qu'est-ce que j'entends par les 3 autres contrôles? Je dois garder que celui-là qui est affiché. Donc je masque celui-là, je masque celui-ci, je masque celui-là. Donc ces 3-là, il va falloir que je les masque. C'est ce que je vais faire. Le premier, donc, je l'ai appelé LBL racine 1. Point visible égale à false. Égale à false. La même chose pour le deuxième, racine 2. Point visible égale à false. Et la même chose pour TXT racine 2. Je le rends aussi visible, invisible plutôt. Égale à false. Voilà. Alors, si maintenant on n'est pas dans ce cas-là, si on est dans le cas où C est non nul, else, donc si C est différent de 0, j'ai toujours un A égale 0, B égale 0, donc ça veut dire que l'équation il n'a pas de sens. Et donc je reconduis les mêmes... ce qui va changer, c'est uniquement ce message. Donc je vais donc copier tout ça. Je vais le copier. CTRL-C, et je vais le mettre là. Sauf, je vais changer que le message en disant pas de solution. Pas de solution. Alors, si maintenant on est dans l'autre cas, ici, un else, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on est dans le cas où B est non nul, mais on est toujours dans le cas A égale 0. On serait dans le cas d'une équation de premier ordre. Je vais alors faire un petit message dans le label.text, je mettrai égal racine d'une équation premier ordre, et je vais mettre la racine dans txt. Txt racine 1, point text, égal, c'est moins c sur b, Yak, c'est bien ça, moins c sur b. Oui. Moins c sur b. Alors, mais que je dois convertir en une chaîne, en faisant appel à la méthode toString. Alors, comme je dois aussi cacher les 2 derniers, ici je n'ai pas à cacher les 3, puisque j'ai utilisé ce label pour visualiser, pour commenter le résultat, et donc je masque que les 2 derniers. Je vais copier les 2 derniers, ces deux dernières lignes, et je vais les remettre là. Alors, maintenant, si je suis dans ce else, ça veut dire qu'on est dans le cas où A, attention, pour faire un commentaire, il faut juste mettre l'apostrophe. C'est ça le commentaire dans Visual Basic. Je vais dire ici A différent de 0. Nous sommes dans le cas où A est différent de 0. C'est ça ce que veut dire ce else.
Et par conséquent, je vais calculer delta. Je vais donc déclarer delta. Donc je reviens ici, rajouter la variable delta. En mettant ici delta as WC. Je la calcule. En mettant delta reçoit B au carré. Pour calculer la puissance, vous avez chapeau dans Visual Basic. Ça vous donne l'élévation, la puissance, B à la puissance n, B à la puissance 2. Donc le chapeau, c'est l'opérateur puissance, moins 4AC, moins 4 fois A fois C. Et je vais étudier donc les 3 cas pour delta. Donc je vais mettre if delta est égal à 0. Alors, j'ai presque le même cas que ce qu'on a là, que le cas B différent de 0, puisqu'on a une seule racine double. Donc je vais copier ce code, je vais le coller ici, et ce qui va changer ici, je vais dire racine double, ici, et là je vais donc écrire la racine. La racine c'est moins B sur 2A. Yak, c'est bien ça? Oui. Moins B sur 2 fois A. 2 fois A. Alors je mets les parenthèses. Je mets toute l'expression entre parenthèses pour la convertir en toString. J'ai fait donc ces deux parenthèses là parce que je veux diviser par 2 fois A. Si vous ne les mettez pas, vous allez diviser par 2 seulement. Et vous allez multiplier le tout par A. Donc pour diviser par 2 fois A, il faut mettre les parenthèses sur 2 fois A. Mais toute l'expression, moins B sur 2A, toute cette expression, je veux la convertir en un string. C'est pourquoi donc je l'ai mis entre parenthèses pour faire appel à la méthode toString. Alors les deux derniers, puisque j'ai une seule racine à afficher, le champ de CISI, ce champ-là, doit être masqué, celui-là doit être masqué, celui-là doit être masqué. Alors maintenant, sinon, en allant vers le cas sinon si. Ça, on l'introduit dans Visual Basic par else if. Else if attaché. Else if attaché. Sinon si. Si delta est supérieur à 0, alors, ici, je vais travailler avec tous les champs. Donc, je suis censé les visualiser tous. Et en réalité, pour visualiser tous, bon, je pourrais le faire là, c'est pas grave. Donc, je pourrais mettre... attention, parce que à chaque fois, on a rendu invisible un champ. À chaque fois, on l'a rendu invisible. Et des fois, pour l'autre cas, il va falloir le remettre visible. Et ça, on l'a pas fait. Donc, ce que je vais faire pour ne pas se poser de questions, je vais les afficher tous. Je vais les rendre visibles tous. Et en fonction du cas, je vais me rattraper en allant masquer ceux qui doivent l'être. Donc, ici, on a rendu le groupe visible. Mais il va falloir aussi rendre le contenu qu'on a dedans visible. Donc, moi, je vais le faire pour l'ensemble. Pour les labels, aussi bien que pour les text box. Point visible égale true. LBL racine 2. Comment? Non, c'est visible par défaut. Non, c'est pas visible par défaut en fait. Je me rattrape. Ils sont visibles par défaut. Le groupe qui les contient, il est invisible par défaut. D'accord? Mais attention, parce que si je passe par le premier cas, je rends peut-être 3 invisibles et je garde un seul. Ça, c'est quand je passe par le troisième cas. Si par un cas. Mais si je passe par un autre cas, n'oublions pas que ces 3-là ont été rendus invisibles. Donc il va falloir que je les remette à visible avant de se poser la question qui doit être remis à invisible. Vous voyez, parce que surtout quand on a travaillé sur les 3 ici, on les a rendus tous les 3 invisibles. Et regardez là. Là, sauf 2 doivent être invisibles. Mais qui me garantit que les 2 autres sont visibles? Parce qu'il se peut, si jamais avant, dans un premier essai, on est passé par là, on va rendre les 3 invisibles. Ici, on n'a besoin que de 2 qui doivent rester invisibles. Donc, je dois remettre l'ensemble à visible avant de rectifier.
C'est clair, parce que sinon ça va compliquer en fait, ça va compliquer un peu le cas. Donc initialement, qu'est-ce que je fais? Je mets tout à l'état visible, et en fonction du cas, pour chaque cas, je rends invisible ce qui doit l'être. Ça nous permettrait d'avoir un bon travail. Alors, comme vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez rendre tout invisible et se rattraper en disant qu'est-ce qui doit être visible. Peut-être que ça peut être intéressant, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de choses qu'on rend invisibles. Donc l'idéal, c'est de mettre le tout invisible et se rattraper. Peut-être ça va nous faire moins d'action. Les TXT aussi, je dois donc les rendre invisibles. Je dois les rendre visibles plutôt. C'est ça mon choix initial. TXT racine 2, point visible, égale true. Alors j'étais en train d'étudier le cas delta positif. Delta positif. Alors, si delta est positif, donc je ne dois rien activer puisque les 4 doivent être visibles. Chose qu'on a fait initialement. Je vais commencer par écrire directement. Donc, dans le premier label, dans le texte du premier label, je mets racine 1. Racine 1. La première racine. Dans le champ de Sisi, qui s'appelle txt racine 1, je mets la valeur, je mets l'expression égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc, je vais mettre moins b, moins maths, pour aller vers les fonctions mathématiques. Il faut donc passer par la classe maths, point. Vous allez trouver toutes les fonctions mathématiques usuelles, y compris la racine carrée. La racine carrée, c'est sqrt, square root, de delta. Je ferme, et tout ça, je le divise par 2 fois a. Le tout, je le convertis en une chaîne, toString. Alors, je vais copier les deux lignes. Je vais les copier parce que pratiquement, je vais avoir la même chose, avec une petite modification. Donc, je mets pour le deuxième label, je mets racine 2. Et pour le texte qui est en face, c'est le deuxième texte, je mets plutôt au lieu de b moins, je mets moins b plus racine carrée. Voilà, donc on a traité tous les cas. Il me reste un dernier cas, else. Ce cas-là, on va juste afficher qu'il n'y a pas de solution dans R, pas de solution réelle, pas de solution réelle. Donc pour abréger un peu ou pour raccourcir un peu le cas. Donc c'est très similaire au premier cas, à ce premier cas. Je vais donc juste le copier. Et je vais donc le coller en face du cas delta négatif. Donc je vais mettre ici pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Et puis les autres, je dois les maintenir cachés. Voilà, je pense que j'ai tout traité. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est le catch. Si jamais il y a un problème de conversion, qu'est-ce que je vais afficher là? Je vais afficher un message. Je vais donc passer par message box. Message box, c'est une classe qui m'offre la méthode show. La méthode show. Et moi, en fait, ce que je vais afficher l'erreur point message ou bien get message. Point message. En fait, cet objet-là, l'objet qu'on a ici, c'est l'objet dans lequel on aura de l'information sur l'erreur qui sera produite si jamais il y aurait un blocage. Et parmi les propriétés de cet objet-là, il y a la propriété message, dans laquelle je trouverai un bon message qui me serait commenté par Visual Basic lui-même. Donc moi, je ne ferai que l'afficher à l'utilisateur pour qu'il sache c'était quoi un peu son problème. Qu'est-ce qui ne va pas durant cette exécution-là? En lisant le message, bien sûr, on est en train de l'inviter à refaire. Il pourrait donc corriger et puis il refait. Alors, bon, un autre événement à programmer, c'est le dernier, c'est l'événement quitter. Alors, quitter s'écrit très simplement par end. Alors, mais en réalité, moi, je veux par exemple
permettre à l'utilisateur d'initialiser tout. Par exemple, s'il était en train de faire une saisie et que ça ne plaît pas ou ça ne lui plaît pas, en fait, ça ne convient pas à ce qu'il veut faire, c'est ça le terme exact, on pourrait lui donner le moyen de tout initialiser. Donc je vais ajouter un autre bouton. Excusez-moi, en fait, parce que j'aurais dû le faire dès le début. C'est pas grave, en fait, je vais juste réduire les hauteurs, ou plutôt les largeurs des boutons. Et je vais donc profiter pour insérer un troisième bouton par copie. Je le mets au centre. Et je vais donc aller le personnaliser en mettant, au lieu de résoudre, je vais mettre initialiser. Initialiser toute la saisie. Le bouton, je vais l'appeler BTN, initialiser. Alors, lorsque je passe par ce bouton-là, donc je vais aller programmer le clic sur ce bouton. Ça me donne ça. En tout cas, en fait, je ne veux pas faire de cette manière. Vous savez, en fait, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a ajouté l'événement à la suite de la même procédure. Parce que je suis passé par une copie. C'est pourquoi il m'a fait ça. En tout cas, moi, je vais lui demander de faire une autre procédure. En allant chercher mon propre bouton et en allant programmer l'événement clic. Voilà, ça crée une autre procédure. Vous avez vu un peu qu'est-ce qu'il a fait. En fait, quand je suis passé par le double clic, comme ce bouton il a été juste une copie de l'autre, il a pris cet événement-là et l'a ajouté dans le handle de la procédure événementielle que j'ai déjà programmée sur le bouton résoudre. C'est comme s'il a factorisé pour les deux boutons le même traitement. Or, moi, je sais d'avance que chacun il va faire un traitement différent de l'autre. C'est ce qui fait que je suis passé différemment en sélectionnant le bouton ici et en sélectionnant l'événement que je veux programmer en face. Ça me donne donc une autre procédure. Sur cette procédure, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin d'initialiser donc les différents champs, notamment le A. Il va falloir que je vide son texte en mettant le vide. txtb.text égale le vide aussi. Je suis en train de vider les champs parce que initialiser, ça veut dire renoncer à ce qu'on était en train de faire. Et donc, si jamais ces champs contiennent déjà des valeurs, il va falloir les retirer. Le moyen de le faire, c'est d'affecter la chaîne vide à leur propriété texte. Il va falloir que j'aille vers le groupe résultat, et que je le masque aussi. Point visible égale à false. Bon, pour les autres, je m'en fous en fait. Ce qui est à l'intérieur, comme vous l'avez bien constaté, quand je résous, si je ne résous pas ou si j'initialise, le cadre il est caché. Donc tout ce qu'il y a dedans, il est caché. Et quand je résous, donc j'affiche en fonction du cas. Donc on n'aura jamais de problème par rapport à la visibilité de ce qui est à l'intérieur du groupe. Je pense que c'est fini. Donc on a programmé 3 événements, 3 procédures. Donc une toute petite procédure qui ferme l'application, une procédure d'initialisation et puis une procédure de calcul. Je vais essayer le tout. Donc si je lance l'exécution, je me trouverai avec cet état-là. Mais qu'est-ce qui fait que c'est le C qui a la main? Vous voyez, en fait, c'est le C qui a le curseur. Il serait donc préférable que le curseur soit placé dans A, initialement, puisque souvent on saisit dans l'ordre. Donc, pour justement rectifier cela, je vais aller vers les propriétés du contrôle, parce que quand on est un ensemble, un groupe, il y a toujours quelqu'un qui a la parole. On pourrait donc toujours désigner ce quelqu'un-là, initialement. C'est aussi possible au niveau de Visual Basic, donc en disant, celui qui doit recevoir le focus, c'est le champ de saisie, c'est ce champ de saisie-là. Et donc, pour y arriver, il faut donc chercher la propriété qui va lui donner le focus. Alors, qui va lui donner le focus, donc, ça veut dire quoi? Alors, regardons, est-ce qu'il y a un index, un i, on n'a pas d'index, non? Alors, je dois donc le chercher moi aussi, parce que je ne me rappelle plus de la propriété. Alors, scroll bar, size, tab index, il y a bien le 0. Et qu'est-ce qui fait? Alors, les autres aussi ont un 0. Ah oui, parce qu'on est passé par une copie. C'est ce qui fait qu'ils partagent initialement la même valeur.
Ça, c'est le défaut de la copie. Vous voyez tab index, c'est l'index de la tabulation, parce que vous pouvez changer par tabulation. Regardez, si j'exécute, celui qui a le focus, en exécutant, c'est le troisième. Mais en appuyant sur tabulation, regardez, en appuyant sur tabulation, je réussis à déplacer le focus, comme ça. Même les boutons peuvent recevoir le focus. Vous voyez, donc ça passe de façon circulaire sur les différents contrôles qui peuvent avoir le focus. C'est les contrôles actifs. Alors, mais à chaque fois que je démarre, à chaque fois que c'est le C qui a le focus, initialement, comment est-ce que je vais faire alors pour la remettre là? Et pourquoi c'est celui-là qui a le focus? Sachant que c'est celui-là que j'ai dessiné en premier. Parce qu'en réalité, je les ai copiés. Et quand on fait des copies, ils gardent la même valeur pour l'ordre de focus. L'ordre dans lequel ils vont recevoir le focus. C'est un ordre qui a été dupliqué pour les trois. Donc pour corriger, je vais donc dire pour celui-là, il faut qu'il ait comme ordre 2. Je modifie donc son ordre. Pour celui-ci, il faut qu'il soit, ou qu'il ait l'ordre 1. Et pour le premier, il faut qu'il ait l'ordre 0. Pour les boutons, on va trouver, en fait, il y a déjà le 1 pour le bouton. Donc pour le bouton, je lui donnerai, puisque j'ai 0, 1, 2, je lui donnerai 3. Pour l'autre bouton, je lui donnerai 4. Vous voyez, je suis en train de régler un peu leur ordre dans lequel initialement ils pourront avoir le focus. On était à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et en exécutant cette fois-ci, donc retenez bien la propriété tab index. Vous voyez, en fait, c'est cette fois-ci le contrôle A qui a le focus. Si j'appuie sur tabulation, ça serait B. Si j'appuie sur tabulation, ça serait C. Ensuite, ça serait sous-bouton. Ensuite, initialiser. Et enfin, quitter. Et ça tourne. Vous voyez, ça peut tourner comme ça. Alors, en tout cas, au démarrage, tout est prêt pour l'utilisateur pour rentrer les paramètres. On va essayer tous les cas. Donc, par exemple, si je mets 0, tabulation 0, tabulation 0, et je clique sur résoudre, j'obtiendrai une infinité de solutions. Est-ce que je peux changer ce résultat? Non, parce qu'on a verrouillé contre l'écriture. À travers la propriété read only, on a mis true, et par conséquent, l'utilisateur ne pourra pas changer le résultat. Il pourra par contre copier le résultat, parce que si jamais il a besoin de copier, il pourrait bien copier ce résultat pour le mettre quelque part. Mais il ne pourrait pas le modifier. Alors si je change maintenant en mettant une valeur non nulle dans C, comme 4. Déjà, en fait, le fait de garder normalement, il va falloir programmer le changement de ces champs-là. Et chaque fois qu'il y a un changement, chaque fois qu'il faut recalculer. C'est comme si on clique sur initialiser. Mais, quoique c'est un peu légèrement différent. Parce que quand il y a un seul qui change, je garde les autres, inchangés, mais je dois recalculer. Je dois obliger l'utilisateur à recalculer. Et donc, je dois masquer ça. Parce que vous voyez, en fait, actuellement, nous avons une bonne image. Partout des zéros, infinité de solutions. Mais si je mets par exemple 4 ici, si je garde l'image à l'état suivant, ça devient une image qui n'est pas du tout cohérente. Parce que nous avons 0, 0, 4 et on continue toujours d'avoir une infinité de solutions. Donc ça, normalement, il faut le corriger. Il ne faut pas laisser ça. Sinon, il faut dire à l'utilisateur, à chaque fois que tu changes, il faut cliquer sur résoudre. Et par conséquent, donc, on obtiendrait un bon message cette fois-ci. Pas de solution. Si maintenant je mets ici un 2, je résous encore, il me dit équation de premier ordre. Ici, on a un petit problème de chevauchement. Ce label, il chevauche sur l'autre, donc il va falloir les écarter un petit peu pour tenir compte de ce cas-là. Je vais les écarter un petit peu donc de cette manière. D'abord, je vais réduire leur largeur. Et je vais les déplacer ensuite. Voilà. Je vais donc refaire. J'étais sur le cas 0, 0, 2, et puis 2 et puis 4. Si je mets résoudre, j'obtiens ça, donc là ça marche. J'obtiens donc un bon résultat. Si maintenant je mets ici B au carré moins 4AC. Bon, si je mets 1, donc je pense qu'il va me donner pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Si je mets ici 1, j'obtiendrai donc une racine double. Et si je mets ici par exemple 1 aussi, ou bien 3,
3. J'obtiendrai 2 racines. Et voilà, donc on a donc réglé un peu la solution, à part le problème du changement. Quand je fais un changement dans un quelconque coefficient parmi les 3, normalement il faut masquer ça. Il faut le masquer pour obliger l'utilisateur à recalculer. Sinon, il faut faire le calcul automatiquement. Comment peut-on faire le calcul automatiquement? En appelant le clic sur ce bouton. Chaque fois qu'il y a un changement sur les coefficients, je recalcule. Donc si on veut faire ça, on n'a qu'à aller vers ces contrôles, ici, et je vais dire donc, chaque fois que le texte change, chaque fois que je recalcule. On recalcule. On masque quoi? On pourrait masquer si vous voulez, on pourrait donc le masquer et on oblige de ce fait, on oblige l'utilisateur à refaire le calcul, comme on pourrait faire le calcul à sa place. En tout cas, si je masque, je vais juste mettre txt groupe, plutôt groupe, c'est plus facile comme ça. Groupe résultat, point visible égale à false. Je le rends invisible. Point visible égale false. On l'oblige donc à mettre les résultats. C'est le même comportement que je dois faire pour les autres contrôles. Et là, et ça tombe bien en fait pour moi, parce que ça va vous permettre de comprendre l'intérêt de ce handle qu'on a là. En fait, au lieu de faire 3 procédures qui vont contenir toutes les 3, gros point visible égale à false, je pourrais les factoriser en mettant ici, en citant les autres événements. Ça c'est sur txt.change.textChange. Je n'ai qu'à mettre virgule et ajouter les autres événements sur les autres contrôles. Et ça va donc me permettre de factoriser 3 procédures en une seule. Regardez, je vais donc le faire là, en mettant une virgule. Et dès que vous mettez la virgule, il vous dit, vous voulez donc ajouter quel autre événement sur quel objet. Je vais donc lui ajouter le txtb. C'est par ordre alphabétique, donc je dois les trouver en bas. Et quand vous mettez le point, il vous donne les événements. On choisira alors pas le clic, non. Text changed. Je mets la même chose pour txtc. Point text changed. Regardez, en fait, voilà donc le résultat. Si j'exécute et j'étais en train de calculer de cette manière, j'ai résolu, j'obtiens donc un message et je décide de changer ici en mettant 4. En mettant le 4, le résultat il disparaît. C'est comme si on dit à l'utilisateur il faut recalculer. En tout cas, on n'a plus d'image incohérente. Si je mets encore ici 2, ça disparaît et j'oblige l'utilisateur à recalculer. Si je mets encore ici 1, je recalcule et ça marche. Je mets encore ici 1, je recalcule et ça marche. Je mets ici par exemple 3, j'obtiens donc les résultats. À chaque fois que je veux initialiser, je vide le tout et je reprends. Si je veux maintenant quitter, je n'ai qu'à arrêter sur le bouton ou qu'à cliquer sur le bouton arrêter. Vous voyez, en fait, on a fait une petite application. Bon, au niveau fonctionnel, il n'est pas très complexe. Mais ce qui est intéressant dans cette application, c'est justement, ça va vous permettre de mieux comprendre la finalité de la programmation événementielle. Alors voilà donc pour cette application, je vais donc l'enregistrer. Je la mets dans le dossier VB. Je mets Save. Je vais arrêter l'enregistrement. Stop.